Salut à toutes et à tous les amis, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire quand même plusieurs points liés à la Scuderia Ferrari. On a une actualité qui est quand même assez chaude du côté de Maranello ces derniers jours. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous donner aussi un peu mon avis sur la situation du côté de Ferrari, car je vois en fait certaines choses qui ne me plaisent pas beaucoup au sein même de l'équipe et je voudrais justement utiliser cette vidéo pour vous partager un petit peu mon point de vue, mon ressenti aussi sur la situation. On m'a souvent demandé de donner un petit peu mon avis par rapport à tout ça, donc je vais profiter de cette vidéo pour voilà un peu exposer mes ressentis sur certains mouvements au sein même de la Scuderia Ferrari. Je profiterai aussi de la vidéo bien évidemment pour vous parler de différentes informations qui sont arrivées du côté de Maranello et je vous propose donc de commencer par partir du dernier Grand Prix, à savoir le Grand Prix de Monza. On a vu quand même à Monza que Ferrari est très mal sorti de son Grand Prix à domicile. Les déclarations de Frédéric Vasseur après l'arrivée, dans lesquelles il parlait de l'un des meilleurs week-ends de l'histoire face à McLaren, sont pour le moins inacceptables, voire même un peu embarrassantes, parce qu'à quelques mètres de lui, il y avait un certain Andrea Stella, team principal de McLaren, qui parlait simultanément que la piste de Monza était la pire possible pour les caractéristiques de la McLaren, et que malgré cela, on a quand même vu un Charles Leclerc qui n'a pu que regarder de loin et impuissant face aux voitures de Lando Norris et Oscar Piastri, sans même parler de Max Verstappen qui était dans une catégorie à part. Donc ici, techniquement, on peut quand même remercier le travail de Charles Leclerc qui s'est quand même battu comme un lion dans les premiers tours, même si ça a fait exploser la température des pneus arrière. Il fallait s'y attendre parce que Ferrari est arrivé avec une configuration beaucoup trop déchargée pour le Grand Prix de Monza. Il a fallu faire aussi 10 tours de lift and coast pour remettre tout ça dans la bonne fenêtre. Donc ça donne un petit peu une idée d'une part de la sensibilité aussi de ces monoplaces et qui contraignent aussi le pilote à un rythme unique et parfois même obligatoire, et d'autre part aussi une configuration qui est beaucoup trop déchargée de la Ferrari qui, même avec quelques batailles, glissait vraiment comme si elle était un petit peu sur de la glace. Finalement, le rythme de la SC25 vers la fin de la course, donc lors du dernier relais, était un peu meilleur, confirmant quand même une voiture qui a généralement été quand même toujours assez douce avec les pneus, mais dans une course où presque aucune dégradation, parce qu'à Monza, la dégradation est extrêmement basse, et même pour la SF25, c'était une arme qui était finalement inoffensive. Donc tout ce qui comptait, c'était donc la performance pure, à savoir l'efficience aérodynamique dans les lignes droites, la puissance du moteur en traction, et en étirement, on parle aussi de la stabilité au freinage et la bonne charge dans les parties sinueuses. Et finalement, si on regarde de manière générale, rien de tout ça a été à la hauteur du côté de Ferrari. Et ce qui a définitivement mis un terme à la conception de la SF25, même si voilà, avec cette mise à jour de la nouvelle suspension arrière, les doutes restent quand même assez grands. Alors, l'impression aussi, c'est qu'on a par exemple que le temps passé à attendre la mise à jour à l'arrière de la voiture a également posé certains problèmes sur les développements possibles en termes d'aérodynamique générale de la voiture, y compris aussi probablement une étape importante qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire apporter un tout nouveau plancher qui aurait pu déboucler beaucoup plus de performance. Et là, on sait que par exemple Ferrari, je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, que Ferrari a mis un terme à cette amélioration-là parce qu'elle estime qu'il n'y a plus rien à jouer dans cette saison 2025. Et donc, par exemple, Red Bull a été en mesure, de mettre en place une telle mesure en tant que dernière étape de la mise à jour et que le résultat a été visible. Tandis que du côté de Ferrari, on a décidé quoi? On a décidé d'apporter un énième aileron arrière sur la voiture pour le Grand Prix de Monza pour tenter de sauver un petit peu les pots cassés de cette saison. Finalement, les embarras de Ferrari sont également visibles aussi concernant la relation avec Hamilton et la gestion des deux pilotes. Parce que ce qui s'est passé le samedi lors des qualifications, pour le discours aussi sur l'aspiration, bien que n'ayant pas d'effet, de grands effets sur le résultat final, ça reste quand même une étape quand même discutable. Même en course, la stratégie adoptée aussi pour Lewis Hamilton avait aussi deux variables stratégiques possibles pour essayer aussi de se battre avec la position de George Russell, à savoir on avait l'undercut ou l'overcut en essayant le pneu tendre dans le dernier relais du Grand Prix. Et les deux n'ont pas été en fait poursuivis.
Donc la raison aussi semble être la poursuite aussi de cette philosophie un petit peu conservatrice, cette philosophie où on veut donner la même chance aux deux pilotes. Finalement, la gestion des deux pilotes doit également être courageuse de la part de Frédéric Vasseur et on sent que ça prive en fait un peu l'équipe de faire un résultat parfois meilleur que ce qui est produit à la fin des week-ends. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'analyse un petit peu technique du Grand Prix de Monza où on sent que quand même Ferrari est passé en dessous de ses attentes par rapport à ce Grand Prix-là. Donc qualifier ça de l'un des meilleurs week-ends de la saison, c'est quelque peu assez embarrassant. Mais Ferrari, il n'y a pas que l'activité sur la piste, il y a aussi l'activité en dehors. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que Ferrari essaye en fait encore de renforcer le département des suspensions avec l'arrivée d'ingénieurs de l'extérieur. Il est probable aussi que le recrutement d'autres ingénieurs de premier plan dans l'équipe soit effectué. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer de ce côté-là. Parce qu'en fait, on sait que la nouvelle position forte de Vasseur a sans aucun doute aussi débloqué une certaine dynamique, non seulement en interne, mais aussi en externe. Par exemple, le top management ne peut se satisfaire des choix qui ont été faits jusqu'à présent et des résultats obtenus cette année. Il faut donc travailler pour renforcer l'équipe en termes de nouveaux ingénieurs. Donc l'un des principaux, par exemple, responsables du programme de développement des ailerons et de l'aérodynamique au CFD de Ferrari va partir du côté de Audi avec une sortie qui est prévue après Monza, donc la sortie est imminente. Donc le spécialiste aérodynamique de longue date de Maranello a été retenu spécifiquement jusqu'au week-end de Monza pour suivre de près donc la validation de l'aileron avec des délégués de la FIA aussi, traiter donc tout ce problème-là, comme ceux qui sont par exemple survenus à Barcelone lorsqu'il a fallu introduire le nouvel aileron avant pour la directive technique. Alors avec le renouvellement bien évidemment de Frédéric Vasseur, une période de réorganisation interne des rôles était donc évidente et même nécessaire. Avec le départ aussi de certaines figures, même historiques, le département aérodynamique de Diego Tondi voit également le départ d'une autre figure technique du département simulation et dynamique des véhicules en direction de Racing Bulls. Donc en même temps, la direction du département aérodynamique est aussi renforcée avec un homme de confiance de Vasseur qui a été nommé à partir de cette semaine. Son nom, c'est Frank Sanchez. Frank Sanchez a été donc nommé responsable du développement aérodynamique. Donc, Frank Sanchez est un ancien ingénieur de Sauber et Toro Rosso et il sera donc chargé de vérifier le bon travail déterminé par les choix effectués par le bureau d'études et donc va rapporter directement à Diego Tondi, chef aérodynamique, et Loïc Serra, le directeur technique. Mais ça ne s'arrête pas là parce que selon Motorsport.it, on a Frank Sanchez qui est opérationnel donc depuis quelques semaines et donc c'est le nouveau chef du développement aérodynamique. Mais la vraie nouvelle, c'est qu'un expert de Red Bull Racing est également sur la liste d'attente dont on ne connaît pas le nom à l'heure actuelle. Donc un autre expert est également attendu à Maranello en provenance donc de Red Bull. Celui-ci devrait donc compléter les rangs du personnel travaillant donc dans la soufflerie. Il ne s'agit pas donc d'un simple pion, mais d'un personnage de haut niveau, comme on qualifie ici dans l'article. Alors Ferrari, elle cherche également donc des nouveaux visages, prenant de plus en plus l'empreinte aussi voulue par Vasseur. Par exemple, on a Ioannis Veloudis qui, en revanche, après presque 15 ans passés dans la gestion sportive, où il était devenu donc le chef d'équipe de groupe de tête, il avait aussi été chez McLaren, eh bien, lui, il part de Ferrari et il rejoint Audi, certainement aussi indiqué par un Mattia Binotto qu'il avait connu lorsqu'il était à la tête du cheval cabré. Alors, à la fin de la saison, on a aussi un autre départ qui est prévu du côté de Ferrari, c'est Joe Clear. Joe Clear, l'expert technique présent à Maranello depuis 2015, celui qui a été récemment l'homme dédié à la Ferrari Driver Academy, qui connaît également un grand succès aujourd'hui. L'académie dirigée par aujourd'hui Jérôme D'Ambrosio, directeur adjoint de l'écurie, devrait également partir. Donc Joe Clear va partir. D'Ambrosio bénéficiera donc de la collaboration plus directe de Marc Genet, donc ancien pilote et consultant de Ferrari, qui suit déjà en fait les pilotes en rouge, à commencer par les deux titulaires, à savoir Charles Leclerc et Lewis Hamilton.
Alors Joe Clear est donné en négociation du côté de Cadillac. Loudon, donc le team principal de Cadillac, qui débutera donc l'année prochaine, est présent à Monza. Et finalement, ce n'est une surprise pour personne d'apprendre qu'il existe aussi un lien étroit entre Maranello et General Motors. Donc en entendant que les Américains, par exemple, conçoivent leur propre unité de puissance, eh bien le moteur de Ferrari sera utilisé sur la Cadillac. Le groupe moteur propulseur, la boîte de vitesse, la suspension arrière feront partie de la voiture de Cadillac, et avoir donc un ingénieur expérimenté qui connaît donc la dynamique du cheval cabré, eh bien c'est une idée plus qu'appropriée du côté de Cadillac. Mais le vrai coup dur, c'est maintenant, les amis. C'est maintenant le vrai coup dur, parce que on a appris cette semaine que Wolf Zimmermann et la Scuderia Ferrari se sépareront d'un commun accord à la fin du développement du premier moteur de la nouvelle génération qui fera ses débuts en 2026. Énorme coup dur pour Ferrari. Donc Enrico Gualtieri va devenir la principale tête pensante du moteur. Ce qu'on sait par exemple, c'est que Audi s'intéresse bel et bien donc à des profils de premier plan, notamment grâce au passé de Mattia Binotto chez Ferrari. Et d'après donc les informations de Autoracer.it, Wolf Zimmermann et l'équipe de Maranello se sépareront donc d'un commun accord à la fin du développement de ce premier moteur 2026, qui fera donc ses débuts sur circuit. L'ingénieur allemand, le génie allemand, va donc quitter Ferrari après 11 ans, l'équipe de Maranello ayant donc décidé d'intégrer totalement le projet de la Power Unit, donnant aussi les pleins pouvoirs à Enrico Gualtieri. Il faut aussi noter que certains motoristes de Renault viendront aussi renforcer les rangs de Ferrari. Donc l'abandon du projet Renault a permis aussi à la Scuderia de remplacer quand même certains départs de Maranello par du personnel de Viry-Châtillon. C'est toujours bon à prendre. On sait qu'il y aura également certains motoristes de Mercedes qui vont être recrutés du côté de la Scuderia Ferrari. Alors il est clair par exemple que du côté de Audi, on cherche à faire un coup d'éclat. Et cet intérêt, cette signature probable de Wolf Zimmermann, mais aussi pour Lars Schmidt, qui était donc un ancien ingénieur en chef du développement des performances et de la partie endothermique de Ferrari, est plus que total. Donc Audi est en train de faire un double coup, c'est-à-dire prendre Wolf Zimmermann et Lars Schmidt. Donc deux noms qui sont bien loin d'être secondaires et qui font donc suite à la proposition qui a été faite il y a quelque temps par Enrico Gualtieri, donc l'un des motoristes les plus expérimentés de Ferrari, et donc actuel directeur technique de la Power Unit. Mais dans ce cas, voilà, Gualtieri a refusé cette offre à plusieurs reprises. Il a préféré donc poursuivre sa carrière en Italie et vêtu de rouge. Alors par exemple, on parle ici du Motors, donc c'est le prochain sujet de notre vidéo. On a quelques informations tout récentes qui sont arrivées de motorsport.it. Donc encore une fois, prenez-les avec de grandes pincettes, parce que voilà, Motorsport, c'est pas la source la plus fiable, enfin surtout du côté de l'Italie, c'est pas la source la plus fiable, mais ça reste quand même des informations assez intéressantes sur le développement du moteur 2026 et plusieurs autres choses. Alors avec Zimmermann, la Scuderia avait également expérimenté ce qu'on appelle une culasse en acier, qui n'a finalement pas été retenue, pour revenir à une version un peu plus basique d'aluminium. Donc par exemple le 6 cylindres turbo qui va équiper donc la Ferrari 2026 va bénéficier d'une solution quand même très poussée en termes de matériaux, mais qui devra aussi faire ses preuves en termes de fiabilité, parce qu'on sait par exemple que Ferrari a pas mal souffert par le passé de problèmes de fiabilité, de par ces concepts assez extrêmes, parce que l'une des caractéristiques des moteurs de Wolf Zimmermann, ce sont des moteurs extrêmement puissants, extrêmement innovateurs, et surtout extrêmement à l'extrême des innovations. Donc il y a quelque part le prix à payer en termes de fiabilité au début, même si Ferrari s'est grandement amélioré par rapport à ça. Donc le moteur de Ferrari tourne depuis longtemps sur le banc d'essai, à la recherche aussi de la fiabilité nécessaire pour atteindre aussi une durée permettant de diviser un peu la saison 2026 en 4 parties. Gualtieri, donc directeur technique du département moteur, souhaite tirer aussi pleinement du parti du fait que Ferrari en fait est en mesure de fabriquer le châssis et le groupe moteur dans le même site en fait. Deux équipes qui travaillent en fait en étroite collaboration, donc l'intégration entre les différentes parties va donc amener un bon conditionnement des systèmes, mais aussi le lancement de solutions très avancées.
Ça, on sait que c'est un avantage de Ferrari par rapport aux autres, que le moteur et le châssis soient faits sur le même site. Donc ça permet en fait d'obtenir une meilleure communication entre les deux départements et donc de proposer des solutions un peu plus innovantes et un peu plus extrêmes. On a Davide Mazzoni aussi qui est responsable ICE et donc ses collaborateurs qui ont misé sur une culasse donc capable de fonctionner à un seuil de pression quand même élevé dans la chambre, avec donc des températures de fonctionnement plus élevées que celles auxquelles nous sommes habitués. Donc grâce à la combinaison inédite de différents matériaux, par exemple en poudre, l'ambition ici c'est de homologuer donc un moteur qui est capable de résister à des contraintes importantes et de dissiper aussi plus facilement la chaleur. Donc Ferrari prévoit de réaliser des pontons aussi très effilés sur sa voiture, donc des pontons assez fins du côté de Ferrari grâce à une réduction sensible des radiateurs. De cette manière, par exemple, les ingénieurs dirigés par Diego Tondi, chef aérodynamique, pourront extrémiser donc les formes au profit d'une meilleure efficacité aérodynamique. Parce que c'est l'un des buts aussi de Ferrari lors de la saison 2026, c'est de faire un moteur qui permette de s'intégrer de manière assez efficace dans la voiture pour donner le plus possible de liberté en termes de mécanique et d'aérodynamique. Il faut aussi préciser que la rumeur concernant le départ soudain de Diego Tondi, donc suite aussi à l'arrivée de Frank Sanchez en tant que responsable du développement aérodynamique, a été démentie. Okay, donc Diego Tondi a reçu plusieurs offres intéressantes. Il a obtenu l'année dernière le poste du responsable du secteur aérodynamique, ainsi aussi qu'une augmentation du salaire bien méritée, parce qu'on sait que Ferrari fait plutôt du bon boulot d'un point de vue aérodynamique. Donc voilà, Diego Tondi est plus que blindé du côté de Ferrari, et c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce trou noir auquel on est en train de s'enfoncer depuis quelques jours du côté de Ferrari. Mais finalement, où est la Scuderia avec cette voiture 2026? Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de dire où est Ferrari, car les monoplaces 2026 sont tenues quand même secrètes. Et les rares informations qui circulent en fait sont le fruit d'un turnover qui circule depuis plusieurs temps, où Ferrari est en train un petit peu de changer de peau avec des ingénieurs qui passent d'une équipe à l'autre. Donc John Elkann avait fixé cette deadline de 2026 où Ferrari doit remporter le championnat du monde, et Fred Vasseur sera donc à sa 4e année au sein même de Ferrari, et il faudra absolument lutter pour le championnat. Il ne faut pas avoir peur des mots, il va falloir absolument lutter pour le championnat, voire même essayer de le gagner, parce qu'un tout autre résultat en 2026, malgré le renouvellement de contrat de Vasseur, risque de poser pas mal de problèmes en termes de management. Donc voilà, au niveau des informations, c'est à peu près tout, mais je voulais terminer surtout cette vidéo par aussi donner un petit peu mon avis sur la situation de manière générale. Je l'ai donné récemment sur Twitter. Je pense chaque mot que j'ai écrit, donc c'est pour ça que je vais vous partager un petit peu la même ligne que j'ai mise. Aujourd'hui, en fait, il faut se rendre compte qu'on ne parle pas seulement d'intégration ou tel ingénieur clé qui est en train de partir de Ferrari, tel ingénieur clé, etc. Pour moi, je vais être assez dur dans mes mots, mais on parle aujourd'hui d'une certaine médiocrité structurelle qui dure en fait depuis des années au sein même de Ferrari. Et on voit que, par exemple, un John Elkann semble n'en avoir absolument rien à faire. Et ça, pour moi, je considère cela assez grave. Parce qu'aujourd'hui, le problème de Ferrari, ce n'est pas seulement la voiture qui ne fonctionne pas, depuis des années déjà. C'est la mentalité. Aujourd'hui, on a toujours les mêmes excuses. Toujours à vendre aussi des illusions. Toujours aussi à vendre des phrases du genre « on a le potentiel ». On a le potentiel, ça va aller dans cette course ne correspondait pas à ça, ça va aller plus tard, etc. Mais quand on parle de potentiel, où est ce potentiel? C'est ça la question aujourd'hui. Où est ce potentiel? Parce qu'en fait, les supporters, les tifosi qui regardent la course, ce sont des gens extrêmement intelligents. Ils ne sont pas idiots. Aujourd'hui, tout le monde voit les courses. Ils comprennent bien qu'en fait, que Ferrari, quelque part, les prend un petit peu pour des idiots. Et c'est ça, en fait, ce qui m'inquiète aujourd'hui le plus. Parce que non seulement Ferrari ne gagne plus depuis 2008, mais en plus de ça, j'ai l'impression que dans certains discours qui émanent du côté de l'équipe,
On a l'impression qu'on veut se moquer, on s'en moque en fait, sans même chercher à être un minimum transparent. Comme je disais au début de cette vidéo, il suffit de lire les déclarations de Frédéric Vasseur après le Grand Prix de Monza. Vous les prenez, vous les comparez par exemple à une communication de Andrea Stella du côté de McLaren, c'est le jour et la nuit en termes de transparence. Et Dieu sait que McLaren est une équipe aussi prestigieuse que celle de Ferrari. Donc il y a clairement un énorme problème en termes de discours et en termes de mentalité. Et cette communication-là brouillonne, en fait, ce fait de se cacher derrière des chiffres, raconter à moitié, eh bien, ça mine la confiance. Une confiance qui finalement est déjà assez basse du côté des supporters parce que ça fait des années qu'on n'arrive plus à gagner quelque chose. Donc cette confiance-là, qui est déjà au strict minimum, est en train de s'évaporer, mais totalement. Ici, donc, j'y vois un problème aussi culturel. Je vois un problème culturel qui est transmis par le top management. Et je mets les trois dedans. Je mets John Elkann, Benedetto Vigne et Frédéric Vasseur. Parce que quand il y a des divergences, Ferrari implose au lieu de devenir plus fort. Parce que le départ de Wolf Zimmermann, par exemple, du côté des moteurs, n'est pas un départ voulu. C'est un départ qui a été fait par une divergence sur certains choix et aussi parce que Mattia Binotto a réussi à poser de meilleures conditions à Wolf Zimmermann que Frédéric Vasseur allait lui donner. Et donc si la direction, et là donc je vise John Elkann et Vigne, n'intervient pas rapidement, la situation risque aussi de pourrir encore plus davantage. Donc aujourd'hui, moi, d'un point de vue personnel, dont cet avis ne tient qu'à moi, je suis extrêmement inquiet, je suis aussi furieux par rapport à cette situation-là, parce que si ça continue ainsi, ce n'est pas seulement une saison de perdu, une énième saison de perdu. Ici, j'ai l'impression que c'est l'identité même de Ferrari qui va mourir, si on continue comme ça. Donc, moi j'espère être le premier à être démenti lors de cette saison 2026, mais cher Frédéric Vasseur, cher Benedetto Vigne, cher John Elkann, faites attention, parce que le chemin sur lequel on est en train d'aller est un chemin dangereux. C'est un chemin dangereux qui risque de mal finir si on ne donne pas un tout autre visage à cette équipe. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon avis sur la situation. Je suis curieux d'avoir aussi votre avis sur ça. Je les lirai avec plaisir vos commentaires. Mais voilà, je devais un peu évacuer ça, je devais partager ma vision avec vous. Et donc voilà. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions, bien évidemment, dans les commentaires, à liker et partager la vidéo, et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.